Donc encore une fois, merci à tous d'être venus pour cette journée très spéciale qui est... Venez sous le kiosque. Venez. Approchez, approchez, n'ayez pas peur. Venez sous le kiosque nombreux. Allez. Venez, venez, venez. Comme ça on fait des belles photos après. Allez. Venez. Venez, Claire. Vous voulez une chaise, madame? Venez. Prenez une chaise. Vous êtes la première spectatrice. Vous êtes déplacée. Faites attention au câble. C'est pour les masques blancs. C'était pour qu'on se trouve, parce que on fait un code couleur pour que les gens sachent qu'on a un groupe. Voilà, c'est super. Donc merci à tous d'être Elle est de venus la région aujourd'hui. parisienne, mais elle est en vacances à Saint-Ambroge, près de Cannes. Elle est venue ici exprès pour nous voir et pour nous voir. Et maintenant, je laisse la parole à Carlo qui va tout nous expliquer et vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez après. Merci, à vous. Merci beaucoup. Merci tout le monde, c'est le moment. Elle est venue sous le... à l'ombre comme ça. Ça a été dit, je vais répondre aux questions que vous allez poser, parce que les questions que vous posez sont des questions que tout le monde se pose. C'est pour cette raison qu'il est très important que je ne vais pas monopoliser l'estrade pendant des heures, c'est inutile. Vous suivez beaucoup les vidéos, vous êtes informés de beaucoup de choses. Je voudrais simplement faire un rappel essentiel. C'est qu'aujourd'hui, la première des libertés pour pouvoir communiquer, pour pouvoir transférer la connaissance, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle se fait aussi à travers la manifestation. Alors je vais vous raconter la situation que nous sommes en train de vivre là. Il a été demandé le droit de manifester de midi jusqu'à 19h. Et ensuite, par des réponses anodines, il a été dit, je vous demande de limiter à 2 heures. Hier, on demande de limiter à 2 heures, donc normalement, nous devions déjà quitter, mais vous regardez le style, la préfecture qui demande à l'organisation, je vous demande de limiter à 2 heures. Donc nous avons répondu, merci pour la demande que vous avez faite, nous vous répondons que nous restons sur place et nous n'allons pas quitter parce qu'il n'y avait pas d'arrêté, parce que nous avons le droit de manifester. Nous avons le droit d'exprimer notre opinion. Nous avons le droit de dire ce que nous pensons de ce qui se passe actuellement en France, en Italie, en Europe, parce que gardez bien à l'esprit que ce que nous vivons en France n'est pas exclusivement français. Parce que la dictature sanitaire n'est pas française, elle est européenne. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la France, on parle de quoi? On parle d'un État. On parle d'un État en Italie. Nous n'avons plus de frontières. Les frontières, c'est un identifiant de l'État. Nous ne battons plus monnaie parce que la monnaie, c'est la Banque Centrale Européenne avec l'euro. Et effectivement, c'est pour ça que la planche à billets a pu tourner pour payer les gens. Parce que s'il n'y a pas eu de révolution, c'est parce que les gens ont été alimentés, parce qu'on a versé l'argent des impôts, parce qu'il faudra le rembourser un jour aux restaurateurs qui sont restés fermés. Il y en a une ici qui a eu le courage d'ouvrir le 1er février et s'est retrouvée avec une amende. On lui a enlevé aussi son argent. Christophe à Nice, pareil. Ça veut dire tout simplement qu'on a voulu écraser les gens. Écraser comme des objets, peut-être écraser comme des verres. On a versé des indemnités à qui? Aux saisonniers. Aujourd'hui, les restaurants ne trouveront même plus de serveurs ni de cuisiniers parce qu'effectivement, quand on s'est habitué à rester à la maison avec 900 € et regarder Netflix et YouPorn quand vous êtes à la vie est belle. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on est en train de créer un système dans lequel il y a le mépris de l'humanité. Parce que quand on aime son peuple, on ne l'enferme pas. Quand on aime son peuple, on le laisse vivre. Quand on aime son peuple, on le laisse respirer. Quand on aime son peuple, on le laisse s'embrasser. Quand on aime son peuple, on le laisse s'approcher. Quand on aime son peuple, on le laisse manifester. Quand on aime son peuple, on le laisse vivre. Et ce que nous sommes en train de subir, c'est tout sauf que le maintien des libertés. Vous savez, créer de la désobéissance, c'est pas nécessairement prendre
un fusil ou une mitrailleuse et aller faire la guerre. La désobéissance, elle est dans la tête. Et vous imaginez un peu qu'aujourd'hui, désobéir, c'est simplement tenter de faire respecter la liberté. On désobéit pour être libre. On désobéit pour s'enlever un masque, parce que ce masque est inutile. Et parce que je réitère qu'effectivement, à partir du 1er juin, il faut qu'il y ait une mesure préfectorale qui soit prise pour imposer le masque. C'est le cas à Boniface, mais ici, vous n'êtes pas obligé de le porter. Déjà, vous n'avez aucun travail scientifique qui établit que le port du masque vous protège du virus. Je l'ai mis dans la plainte. Il n'est pas contesté et c'est incontestable. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a utilisé, par exemple, le masque, premier acte de ce qu'on appelle le signe extérieur du virus. Parce que si on enlève le masque, il n'y a plus d'épidémie. Si on enlève le masque, est-ce qu'on la voit, la Covid? C'est un ennemi, l'ennemi qui nous sommes en guerre, phrase du président de la République. Elle est où la Covid sans le masque? Moi, je ne la vois pas. Même à la loupe, on n'a même pas réussi à isoler le virus et on parle d'un ennemi. On raconte des bobards. On raconte des bobards quand on vous dit effectivement que le masque doit être porté par les enfants à partir de 6 ans, parce que c'est avec le masque qu'on va protéger les personnes âgées, parce que les enfants sont des porteurs. Et on a créé quoi? On a créé des enfants qui aujourd'hui vont effectivement dans les consultations psychiatriques. Nous avons des enfants qui ont perdu le bonheur de vivre. C'est pour ça que nous nous sommes battus. Et là, les citations directes contre le recteur vont être délivrées, chers amis. Je vais jusqu'au bout de la démarche que j'ai entreprise. Ils vont recevoir une citation pénale pour le fait d'avoir imposé le masque et de continuer à l'imposer. Et on ne lâchera pas. Je ne veux pas que nos enfants reprennent nos études au mois de septembre avec un masque sur la gueule. Et à partir du masque, quand on a vu, quand l'État a vu qu'il avait quand même cette emprise et qu'il a fallu grignoter chaque jour des petites conquêtes qui ont été laborieuses et dures, parce qu'encore, j'ai dû mettre sur le site de Réaction 19 qu'il y a des profs qui vont faire le gym avec le masque, qu'il y a des enfants qui s'évanouissent dans les cours d'école, que le taux d'oxygénation est un péril de fois pour les enfants parce qu'ils sont en dessous de 95. Eh bien, il a fallu qu'effectivement on se bat avec l'oxygène. Je ne vais pas revenir, vous connaissez l'opération. Et peu importe qu'il y ait des collectifs qui ont repris l'opération en oubliant de citer Réaction 19, en faisant croire que c'est eux qui avaient inventé l'oxygène, ce n'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on utilise l'oxymètre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, on puisse. Et je le dis aussi dans les entreprises, parce que je ne peux pas le dire lors des émissions. Pourquoi? Dans les entreprises, vous pouvez faire enlever le masque dès lors que vous mesurez l'oxygénation de votre salarié. Parce que c'est l'employeur qui a la responsabilité de la santé de ses salariés. C'est à l'employeur dans le document unique de mettre en place les mesures pour la protection de la santé. Et moi, si j'ai un salarié qui travaille devant le four à pizza, et j'ai pu tester, parce que j'ai des clients qui ont des pizzas qui ont mesuré le taux d'oxygénation, on avait eu des pizzaiolos qui avaient 85 en taux d'oxygénation, je leur ai dit, sous ma responsabilité d'avocat, vous faites enlever le masque à votre salarié. Et ils l'ont fait et ils continuent de le faire. Et le jour qu'il se présente à la police, vous direz, j'ai mesuré l'oxygénation de mon salarié et moi, employeur, j'ai la responsabilité pour dire que entre 85 de taux d'oxygénation et le port du masque contre la Covid, parce qu'en plus, je peux vous dire autre chose, la Covid à 110 degrés devant le four, elle a du mal à vivre. Vous le savez parce qu'effectivement, quand elle fait chaud, et déjà l'année dernière, il n'est pas. Elle aime le froid. Or, les pizzas, on ne les fait pas à moins 20. On les sort du congélateur de certains restaurants, mais on les met à 200 degrés. Donc, elle a la Covid, elle n'arrive pas à survivre. Une toujours pour faire comprendre qu'on est toujours dans l'absurdie. On est toujours dans l'absurdie. Et l'absurdie, on l'atteint aussi quand, après le masque, on a dit maintenant, très bien, on a parlé tout à l'heure quand j'étais interviewé sur la question des soins. Quand on parle des soins, est-ce qu'on a parlé beaucoup de soins pour lutter contre la Covid? Mais quand nous sommes, je vous rappellerai, sans refaire l'histoire, qu'avant le discours du président, nous avions des ministres qui se présentaient avec la gueule enfarinée devant leur micro en disant que tout allait bien, madame la marquise, que la France est un pays merveilleux, que la Covid, il y avait des pauvres cons d'Italiens
avec le pizzaiolo qui vomissait de la Covid verte de la pizza. Souvenez-vous, l'ironie de Canal+, quand il faisait croire qu'il y avait la Covid qui est là, mais la Covid s'arrêtait effectivement au Trafort du Mont-Blanc. Voilà la situation. Et quand on pense à ces choses-là, c'est un souvenir que vous devez garder à l'esprit. Quand on avait ceux qui étaient des ministres et qui se posaient disant « je ne sais même pas mettre le masque, comment voulez-vous porter le masque ?» C'était la porte-parole de Sylvain Tenay. Et ces gens-là sont les gens qui gouvernent parce que M. Véran lui-même a dit que le masque était inutile. Et ces gens-là ont toujours la clé de la bagnole. C'est ceux qui nous doivent nous amener en dehors de cette crise épidémique. Et bien ces gens-là ils ont dit « très bien, on va mettre tout en place sur le plan sanitaire. » S'il te plaît. S'il te plaît. C'est déjà là. Je disais tout à l'heure, je le rappelle, que pour affronter des questions médicales, on a utilisé tout, sauf ceux qui étaient connus dans la médecine qui pouvaient être utilisés. Il y avait un produit qui s'appelait l'hydroxychloroquine. On a tout fait pour empêcher de l'utiliser. Alors que vous avez, et là c'est quelque chose d'exceptionnel, même une décision du Conseil d'État italien qui dit que l'hydroxychloroquine avec la zithromycine est un protocole sanitaire parfaitement utilisable que le médecin peut prescrire en totale liberté. Voilà le paradoxe. En Italie, l'hydroxychloroquine peut être prescrite avec la zithromycine et en France, c'est le domaine hospitalier et on a tout fait pour casser, on a tout fait pour empêcher les médecins de soigner. Mais attention, les médecins aussi, c'est une grande bande de feignants, beaucoup. Parce que je peux vous dire autre chose, qu'aujourd'hui, vous en avez certains qui disent oui, je ne suis pas tout à fait pour, mais ils n'ont pas le courage de parler. Vous avez Denis Agré, vous avez Perron, vous avez quelques médecins. Même le professeur Toussaint, qu'on voit tout le temps, on ne le voit même plus. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, à face des milliers et des milliers de médecins, vous en avez quelques dizaines qui ont eu le courage d'aller au front et dire et dénoncer le scandale. Ça veut dire que la pieuvre tentaculaire des Big Pharma ont réussi à se mettre dans la poche des milliers de médecins. Parce qu'aujourd'hui, la médecine n'est plus une médecine libre, mais une médecine qui est au service des laboratoires pharmaceutiques et il faut le dénoncer de manière grave. Non, merci. Concernant la question des vaccins, là on touche au cœur. On est au cœur de tous les thèmes. Actuellement, nous sommes dans une désinformation qui fait vomir. Et je vous le dis, qui fait vomir. Parce qu'aujourd'hui, dire je suis journaliste, je travaille à BFM, moi je lui donne un coup de pied dans les coups, c'est la coupe qui se va une à droite et l'autre à gauche. Si c'est un mec. Et c'est une nana avec beaucoup de respect, je me retourne et je ne le regarde plus. Ça veut tout simplement. Quand vous prenez aujourd'hui le raisonnement, et je l'expliquais à des journalistes encore hier de France Info, du Figaro, qui m'écoutaient comme s'ils venaient de découvrir. Je rappelais tout simplement que ce soit Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Je vous l'affirme, je vous le réitère, et dénoncez-moi si j'ai dit quelque chose qui porte atteinte à la science. Qu'il a fallu changer la législation européenne contre les OGM, pour qu'effectivement ces produits soient mis sur le marché en urgence, sans aucun protocole de protection de l'humanité, en violation des règles de la Convention d'Oviedo, en relation de toutes les règles de protection de la santé et de notre code de la santé publique. Et je vous l'affirme, et là aussi je mets au défi quiconque de me montrer le contraire, qu'il a fallu qu'il y ait un règlement du 15 juillet 2020, dans lequel effectivement, 3 articles, on a balayé toutes les protections et tous les verrous. Qu'on a ces médicaments, j'appelle des médicaments, j'appelle pas des vaccins, parce que le mot vaccin a une définition légale, qui est contenue dans les travaux préparatoires de la loi de 2017, qui a fixé les types de vaccins obligatoires. Un vaccin, c'est un produit prophylactique, médicamenteux, qui a pour finalité d'immuniser une personne, immuniser, empêcher la transmission. Et cette immunité n'est pas une immunité momentanée, c'est une immunité qui doit perdurer dans le temps. Et cette définition n'est pas applicable parce que vous pouvez chercher où vous voulez, vous ne trouverez pas un signataire, que ce soit la haute autorité de santé ou n'importe quelle autorité, que ces produits peuvent être juridiquement définis comme des vaccins. Parce qu'ils ne le sont pas. Parce qu'aujourd'hui, même le ministère de la Santé, quand il conclut devant le Conseil d'État, il n'écrit pas « Ah, monsieur, 83 ans, vous avez fait le vaccin, vous êtes vacciné, vous pouvez sortir de chez vous sans problème, pas de masque, vous faites ce que vous voulez. » Non. On lui a dit de rester à la maison et on lui a dit vous ne pouvez pas sortir parce que de toute façon, pour le moment, on ne sait pas si vous êtes immunisé, on ne sait pas si vous êtes
vous n'avez pas la possibilité de la transmettre, la Covid, et que même vous pouvez risquer par rapport aux variantes, donc automatiquement, vous devez respecter les gestes barrières, continuer à porter votre masque, et surtout le confinement, le couvre-feu à partir de 19h. Je vous mets au défi d'aller chercher au ministère de la Santé, l'Haute Autorité de Santé, le comité scientifique, quelqu'un qui déclare sur un plan scientifique que ce que les gens sont en train de se mettre dans le corps est un vaccin au sens juridique du terme. Non, ce ne sont pas des vaccins. Et aujourd'hui, quand vous avez un doute, vous posez la question au médecin. Posez-lui, signez-moi la déclaration de responsabilité. Signez-moi que si j'ai un effet secondaire à moyen long terme, vous engagez votre responsabilité. Signez-moi, comme je l'ai mis sur le site, que ce que vous me demandez de m'injecter, c'est un produit qui va m'immuniser, qui va m'empêcher la transmission et qui va me protéger dans l'avenir. Non, vous n'avez pas un médecin qui signe cela. Alors comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui vous dit part à la guerre, mais lui, les autres vont à la guerre, mais lui se retourne et rentre chez lui. Moi, si on me demande un conseil juridique dans lequel je dis à quelqu'un, il faut faire ça pour défendre votre dossier, et je suis prêt à engager mes responsabilités, et je vous signe ma consultation. Là, vous avez ma crédibilité. Mais si j'ai dit à quelqu'un de vous, faites ceci, allez, on va faire cette procédure, et vous me demandez, vous me le signez, maître. Ah ben non, je ne le fais pas. Comment vous allez faire? Vous allez me faire confiance? Moi, je vous dis, vous êtes même con si vous me faites confiance, parce que c'est l'antithèse de la responsabilité. C'est l'antithèse de la responsabilité. On est responsable de quelque chose que l'on conseille quand on s'y engage, quand je suis prêt à assumer la responsabilité d'une erreur. Alors que là, il n'y en a personne, parce qu'on les a même dilués, les responsabilités. On dit, mais non, de toute façon, il y aura un fonds d'indemnisation, parce que de toute façon, quand on parle comme ça, est-ce que c'est un traitement humain? C'est un traitement statistique? Parce qu'effectivement, là, il y a beaucoup de gens, la plupart, je pense, qui ne sont pas vaccinés parce que vous êtes des gens éclairés, illuminés, vous discutez, vous battez, vous subissez la pression, mais vous n'êtes pas vaccinés. Mais vous avez des gens autour de vous qui vous ont dit, ah, mais je me suis fait vacciner parce que oui, parce que je vais retrouver ma liberté, parce que je vais aller au restaurant. Alors là, c'est faire le jeu de la propagande, mais ce n'est pas un discours scientifique. Je me fais vacciner pour retrouver ma liberté. Non, moi je me fais vacciner et j'ai vacciné mes enfants avec les vaccins obligatoires parce que je ne veux pas que mes enfants chopent la polio. Mais je ne vais pas dire je vaccine mes enfants parce que mes enfants, je veux qu'ils soient libres. Non, la vaccination, c'est un acte médical qui sert à protéger un être humain individuellement face à la maladie. Et c'est ça le discours que moi je vais entendre. C'est ça le discours que je vais entendre alors que j'entends parler de fric, de coûts, d'opérations, etc. Mais jamais de santé individuelle. Cette santé publique me dégoûte parce que cette santé publique nous fait devenir des objets et pas des sujets. Vous êtes plus souverain de votre corps, vous êtes plus souverain de votre tête, vous êtes plus des pères de famille et de mères de famille. Je vous rappelle qu'il y a un texte dans le code pénal qui dispose que si un parent ne pourvoit pas à la santé et à l'instruction des enfants, il engage ses responsabilités pénales. Ça veut dire que ce sont les parents qui ont la responsabilité des enfants. Et c'est nous qui devons avoir la responsabilité de nos actes. Et nous sommes des sujets de droit et pas des objets de droit. Et c'est ça qui est le problème. Aujourd'hui, ils veulent que nous soyons des objets entre les mains du pouvoir. Heureux d'aller picoler dans la terrasse du café, heureux de considérer que la liberté était retrouvée parce que vous pouvez aller manger au restaurant. Ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est la dépense. Ça n'a rien à voir avec la liberté. Ouais, bravo! Vous savez, j'ai entendu ce matin, ah, on n'est pas beaucoup, il y a déjà beaucoup de monde qui est passé. Depuis ce matin, je suis arrivé grosso modo à 11h, j'ai fait plein de photos, plein de bisous, plein de photos, plein de bisous, plein de paroles, bref, je vais voir passer. Donc il y a du monde. Et ce qui compte, vous savez, c'est que chacun de vous soit porteur de certaines réflexions. La fichette que nous avons faite sur les enfants et que j'ai préparée, que j'ai apportée personnellement ici en Corse, c'est les premiers à l'avoir reçue. Je l'ai fait sous forme de questionnement, je dis pas, ne vaccine pas. Tu veux vacciner? Es-tu prêt, papa, maman, à assumer la responsabilité de la mort de ton enfant ou des effets secondaires? Eh bien, je constate que dans cette démarche, ces questions, beaucoup de gens ont fait un pas en arrière. Il y a même quelque chose de physique. C'est bon signe. Ça veut dire qu'il faut trouver le bon argument. Chacun de nous doit être un colibri dans la transmission de la pensée. Chacun de nous doit trouver le bon argument. Et c'est même si c'est une simple affichette qui permet aux gens de se réveiller. Parce que quelqu'un disait tout à l'heure, oui, les parents sont prêts les parents, non, un adulte peut se faire vacciner, mais quand il s'agit de la chair, ça sera différent. Mais c'est une phrase qui me plaît beaucoup.
Tant mieux. Si effectivement les gens qui sont fait vacciner, mais qu'ils ont la force de dire non, je ne peux pas prendre le risque pour mon enfant. Je ne peux pas prendre le risque. Parce que le gros problème, mes amis, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui les ARN messagers et les adénovirus, les conséquences qu'ils auront à moyen long terme sur le corps de personnes. C'est un problème sérieux, extrêmement sérieux. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Vous avez même le CRIGEN depuis le début qui rappelle la dangerosité de l'ARN messager en termes de vaccination pendant une phase épidémique et surtout de l'association de différents types de vaccins qui comportent des traitements génétiques. On arrive au troisième point, la question du pass sanitaire. Le pass sanitaire nous rapproche du QR code, de tout ça. Chers amis, la première bataille, le premier message, c'est de le livrer à tous les restaurateurs et à tous les magasins. Si vous allez mettre un QR code, on ne viendra pas. Parce que moi, j'ai pas envie de faire savoir que je suis venu dans ton magasin. Parce que moi, j'ai envie de garder ma liberté. Alors, si tu as un magasin qui t'impose le QR code, tu ne vas pas. Et quand il n'y aura plus personne qui ira, ou qu'il aura perdu peut-être 50% de son chiffre d'affaires, vous verrez que le QR code va disparaître. Parce que quand les gens disent, moi, j'ai envie de partager ma vie avec des gens qui me ressemblent, avec qui je partage mes valeurs, moi, je vais partager mon argent et mes valeurs dans un magasin qui m'impose le pass sanitaire, mais qui laisse faire voir chez les Grecs. Moi, je n'irai pas. Je trouverai une boutique, je trouverai un magasin, je trouverai un proxy, je trouverai un revendeur qui ne m'impose pas le pass sanitaire, et j'irai. Et c'est comme ça que je garderai la liberté. Parce que boycotter à ce niveau-là, c'est boycotter pour la liberté et pas boycotter au sens méprisable du terme. C'est ça la leçon. Donc, ne vous pliez pas à cette forme de gouvernance. Ne vous pliez pas à cette forme de dictature. Parce que, à force de dire, ah ben oui, ben moi je veux faire le QR code, écoute, même si c'est un très bon restaurant, j'irai pas. S'il m'impose de connaître ma vie privée. Parce que le QR code, vous savez le QR code qu'il a en France? Vous savez qui est le ministre vaccin de l'Union européenne? Vous le connaissez, c'était le PDG de Atos. Ok? Thierry Breton. Thierry Breton a dirigé pendant 10 ans Atos. Atos a détruit la dernière société informatique en France, c'était la société Bull. Ils ont viré quasiment la moitié des gens qui travaillaient chez Bull. Monsieur Breton a travaillé depuis des années à la préparation de l'identification individuelle. Monsieur Breton, c'est celui qui ensuite a mis Édouard Philippe, comme par hasard, au conseil d'administration d'Atos. C'est monsieur Thierry Breton que, comme par hasard, a été nommé commissaire de l'Union européenne, et c'est lui qui est chargé du QR code et du passeport sanitaire, comme par hasard. Et c'est la société Atos, comme par hasard, qui a racheté la reconnaissance faciale auprès des Israéliens qui l'avaient créée. C'est la société Atos qui a installé la reconnaissance faciale à la gare de Madrid après l'attentat. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voyez, entre les mains de qui? Et il est venu avec sa gueule enfarinée sur les plateaux télé à raconter le passeport sanitaire comme un acte de grande libération. Non, ça c'est un acte de contrôle. Parce que même quand vous signez une pétition avec la fameuse société change.org, vous croyez signer une pétition et non, vous signez et vous donnez des informations à une société qui fait partie de la Silicon Valley, qui a été créée à San Francisco, et le mec il a récolté 23,5 milliards de dollars, parmi lesquels 3,5 milliards versés par monsieur Bill Gates et Melinda Gates. Et comme ça, les informations politiques qui sont récoltées par change.org, où les données sont gérées par Amazon. Tiens, Amazon. Alors, regardez tout, c'est pas du complotisme, chers amis, ce sont des constats, parce que quand j'ai osé mettre sur le site tous les liens capitalistiques, vous les trouvez, vous allez sur le site, vous voyez les liens de BlackRock, les Vanguard, toutes les interactions entre les détentions du capital, y compris dans Atos, parce que Vanguard est dans Atos. Quand vous avez 5,40% du capital de Atos, vous contrôlez quasiment l'entreprise, vu qu'il y a une myriade d'investisseurs. Eh bien, c'est la réalité. Eh bien, je subis les menaces, chers amis. J'ai été menacé. Et des menaces au point que sont même faufinées en disant, Madame Vonner, que j'ai raconté des conneries, qu'il fallait tout de suite qu'elle me quitte, pas au sens, on n'est pas en couple, mais depuis 2 ans qu'elle se souvient de moi parce que j'étais un comploteur, un fake newser fabuleux. Et quand la personne, je lui ai réadressé tous
les liens capitalistiques et toutes les informations dont elle provenait, cette personne a disparu à la même vitesse à laquelle elle est arrivée. Voilà la réalité des choses. Et les menaces de mort, ce ne sont pas des conneries, elles existent. Et aujourd'hui, on m'a dit, fais attention, Carlo. Le gouvernement peut-être te laisse parler parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu un opposant. Ce n'est pas une opposition contrôlée. On fait jouer dans la cour des grands. Mais méfie-toi, les Big Pharma, ils sont beaucoup plus dangereux que le gouvernement. Et ça, c'est quelque chose dans lequel, je le rappelle à tous, celles et ceux qui ont parfois osé se mettre contre la puissance des Big Pharma. Vous savez, notre vie ne vaut pas grand-chose. Quand ces gens-là sont capables de mettre 90 milliards sur la table chaque année en argent en Europe pour financer les labos et pour financer les médecins, ma vie, elle ne vaut pas cher. S'ils ont envie de me buter, ils pourront le faire. J'espère que cela n'arrivera pas. Je termine sur les actions en cours. Je rappelle, pour que les choses soient bien claires, les actions sont en cours, il n'y a aucune action qui est arrêtée. La plainte pour les masques a été transformée de plainte simple qui a été déposée entre les mains du procureur de la République. Elle a été transformée en plainte avec constitution de partie civile déposée au doyen de juge d'instruction de Paris. La consignation est en cours, nous attendons l'ordonnance qui doit nous dire combien d'argent nous devons verser parce que c'est une des règles, il faut verser ce qu'on appelle une consignation pour que la procédure poursuive. La plainte contre les vaccins déposée le 18 décembre, avec 12 000 parties civiles, elle va être transformée en plainte avec le son de partie civile. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui toutes les remontées d'informations concernant les effets secondaires que nous n'avions pas le 18 décembre. Parce que le 18 décembre, les injections n'avaient pas commencé. Donc, on est en train de faire une sorte de récapitulatif pour faire comprendre aux juges que ce que nous avons déposé était fondé, que nos craintes se sont avérées. Donc, c'est une plainte extrêmement réaliste et nous la transformons de plainte simple en plainte avec caution de partie civile contre personnes dénommées. Nous viserons Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca. Voilà, Ensuite, je vous annonce le dépôt d'une plainte à Remdesivir. On attend la position du procureur. De toute façon, s'il ne donne pas suite, on la transformera en plainte de caution de partie civile. Nous allons déposer une plainte pour non-assistance aux personnes en péril, pour le fait de ne pas avoir mis en place les soins précoces. À partir du moment que nous sommes en train de travailler sur tous les courriels, les fameux 3000 courriels qui ont été aujourd'hui interceptés et qui sont extrêmement éclairants et qui viennent confirmer ce qui était une analyse qu'on appellera complotiste. Mais ce n'est pas une analyse complotiste. On n'a pas voulu soigner les gens parce que le seul moyen de vendre les vaccins, c'est qu'on dise il n'y a pas de soins possibles. Et je vais vous dire autre chose. Quand j'ai dénoncé que la société Scott, au mois de mars 2019, avait investi 1 milliard de dollars pour amplifier sa chaîne de montage des flacons en verre utilisés par Pfizer, on m'a traité de complotiste fake newser, alors que la news, elle était contenue tout simplement dans un article des Échos, journal mainstream. Vous imaginez, eux-mêmes, ils ne se souviennent même pas d'avoir publié cet article, et l'article est annexé. Donc, on est dans les paradoxes les plus absolus. Ils ne se souviennent même pas quand ils racontent eux-mêmes des choses qui sont extrêmement éclairantes sur le fonctionnement de notre démocratie et de notre République. Je terminerai sur un dernier point, que beaucoup se questionnent et beaucoup me questionnent sur l'action de Maître Fleury. Alors, soyez des bonnes porte-parole parce qu'on ne doit pas être dans la science-fiction. Maître Fleury, je le connais depuis 2 mois. Nous avons discuté à maintes reprises déjà au mois d'octobre et novembre de l'année dernière. Il a une vision de l'action judiciaire qui n'est pas exactement la même que la mienne. Parce que moi, je travaille dans ce qu'on appelle le droit au quotidien. Aider les gens, les adhérents, toutes les personnes qui ont besoin sur des réponses qui sont concrètes, avec des mères de famille qui perdent leurs enfants, qu'on les enlève parce qu'on ne porte pas le masque, parce qu'on traite les gens de complotistes parce qu'on ne met pas un masque, parce qu'on arrive à choper avec, vous savez, à Nice, une personne, on lui a dit, on vous suit depuis une semaine, on vous voit sous caméra que vous amenez votre enfant sans le masque. On vous dit que c'est le dernier jour, à partir de demain, vous serez tous les jours sanctionné et vous serez placé en délit et on enlèvera votre enfant. C'est ça qu'on vit. 1860 caméras
à Nice qui permettent aujourd'hui d'être utilisés pour lutter contre l'épidémie. Vous comprenez la lutte contre l'épidémie. Et aujourd'hui, les gens qui se permettent d'agir d'une manière qui semble être une période que j'ai voulu oublier, mais que vous avez voulu oublier, mais malheureusement, elle est là. On a une forme de retour fasciste dans notre société qui est terrifiante. Concernant Flemming, il a aujourd'hui, il parle de Nuremberg 2. Juridiquement parlant, le tribunal de Nuremberg a été constitué et créé par les vainqueurs de la guerre pour sanctionner au plus vite les nazis et ceux qu'ils avaient entre leurs mains, pour donner un message très fort allant jusqu'à la peine de mort, je vous rappelle, parce que nous étions dans une approche d'un tribunal militaire. Le code de Nuremberg n'existe pas. Juridiquement, ce sont 10 règles qu'on a tirées du procès, mais qui ne sont pas configurées dans un texte, dans une convention. Ça veut dire que c'est un code d'inspiration. Beaucoup de dispositions du code de Nuremberg sont dans la convention d'Oviedo. C'est la convention d'Oviedo qui a intégré au moins 5 règles, et notamment celui de l'expérimentation, de la certitude, des embryons, etc. Donc, tout ceci est une construction intéressante, mais qui sert à créer quasiment une sorte de tribunal politique, mais pas un tribunal institutionnel. Donc c'est pour cette raison que je vous dis tout simplement, pour le moment, il n'y a rien qui soit officiel, je ne sais même pas s'il sera fait, et s'il sera fait, ça sera une sorte de tribunal informel, comme si nous on décide aujourd'hui de dire, très bien, demain on va se réunir ici, faire un procès, vous faites le juge, vous le procureur, et on va faire le procès à Macron. C'est un peu comme si on faisait une forme de théâtre politique. Donc, à l'état actuel, il n'y a pas de plainte pénale déposée par M. Flemming devant une quelconque juridiction. Qu'il soit bien clair, et vous pouvez le dire aux autres. Voilà, j'ai terminé. Et si vous avez des questions, je suis là. Merci. Allez-y. Allez-y, on va vous écouter, je vais la donner. J'ai plus d'enfants natals à l'école depuis 30 ans, ni petits enfants encore. Par contre, il semblerait qu'à partir de septembre, on impose aux enfants de se faire vacciner à l'école, y compris sans le consentement des parents. Non, alors là aussi, il faut arrêter, à l'état actuel des choses, que les choses soient bien claires. Les enfants n'ont aucune obligation vaccinale concernant la Covid, comme les parents ne l'ont pas non plus. Je vous rappelle que vous êtes libre de refuser tout vaccin Covid-19. Vous n'êtes pas obligé. Et vous n'êtes pas obligé non plus pour vos enfants. Je vous le réitère. Et la fameuse histoire du consentement, c'est quelque chose qui est écrit, qu'effectivement, on peut construire le consentement implicite dès que tu amènes les enfants à l'école, le jour où ils vont vacciner. Mais ça pourrait être envisagé. Mais si vous voulez que votre enfant ne soit pas vacciné, vous ne l'amenez pas ce jour-là à l'école. C'est comme le jour où vous avez les RT-PCR et qu'on m'appelait en urgence en disant « Maître, ils veulent faire le RT-PCR de toute la classe et ma fille revient à la maison avec le corps. » Mais madame, vous ne le signez pas. Et tout simplement, une personne l'a signé, je fais un mail, et je peux vous dire une chose, de toutes les personnes qui m'ont alerté, il n'y a jamais eu une opération tapis de RT-PCR dans les écoles où les gens m'ont alerté. Et aujourd'hui, on ne parle même plus d'opération de tests RT-PCR dans les écoles, parce qu'effectivement, on parle de tests salivaires, le cas échéant, ou d'autres tests. Alors, ça dépend de nous. C'est tout, il n'y a pas d'obligation, et ils ne pourront pas mettre une présomption de consentement. Cela est contraire à l'état actuel dans notre code de la santé publique. Le seul problème, c'est que nous avons des députés qui sont des lèche-culs du pouvoir, qui sont soumis au pouvoir et qui n'ont aucune indépendance et qui ne représentent pas le peuple français, parce que là, on peut le dénoncer, et qu'effectivement, c'est de eux que vous devez vous méfier, c'est eux que vous devez avoir peur, parce qu'aujourd'hui, le Parlement, au lieu de protéger la liberté des Français, il a voté les lois les plus liberticides, parce qu'il a fait le sale boulot, parce qu'il n'est pas intervenu pour protéger la liberté. Par contre, ils ont voté la loi sécurité globale, ils avaient voté la loi Via, grâce à Dieu, avec un accord de sous-table avec le Conseil constitutionnel, et elle a été massacrée à 80%, comme ça, ils ne l'ont pas publié, parce qu'on en est là, on en est que le Parlement, qui est le lieu de protection des libertés, devient le lieu où toutes les lois liberticides ont été votées. C'est une honte scandaleuse. C'est pour cette raison que, elle est où la représentation populaire? Elle est au fond de ses mails. Il n'y a même plus d'opposition, à part Mme Bonner, qui effectivement se lève dans l'hémicycle et n'en prend plein la gueule tous les jours. Voilà. S'il vous plaît.
Pour qu'il y ait consentement, il faudrait qu'il y ait à ce moment-là une disposition qui dit nous allons vacciner les enfants tel jour dans l'école. Si vous mettez les enfants à l'école ce jour-là, il y a présomption de consentement. Mais ça, c'est une construction légale, juridique à faire. Ça veut dire tout simplement, ce jour-là, tu ne mets pas à l'école. Imaginons par extraordinaire que cette loi ou ce texte soit voté. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, il semblerait que, vous savez, il faut arrêter de... il faut être très clair, parce que si vous commencez à dire oui, il semblerait que, etc., vous ouvrez déjà la brèche, la porte à la dictature. Il faut être ferme. Vous savez que même si je répète, et je continue de répéter que les vaccins ne sont pas obligatoires, il y a encore des gens qui me disent mais est-ce que je suis obligé de le faire? Non, vous n'êtes pas obligé. Et vous imaginez un peu la force de la propagande sur le cerveau des gens. Sur le cerveau des gens. Et après, dans la vie, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un vous dit si tu ne fais pas vacciner, tu ne vas pas travailler. Excusez-moi, moi je ne vais pas travailler dans une entreprise où m'imposer cela. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir se battre. Moi, si mon ordre aujourd'hui m'imposait de me faire vacciner pour continuer à faire l'avocat, je préfère arrêter de faire avocat, je vais faire autre chose. Je vais faire serveur comme je le fais quand je me suis payé mes études. De toute façon, je préfère être serveur non vacciné qu'avocat vacciné. Bravo! Pour se faire encore un peu plus de fric, la vaccination obligatoire, je pense qu'ils vont y venir. Mais arrêtez de dire ces phrases-là, parce que vous savez, ces phrases-là ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces phrases-là ne sont pas bonnes, parce que ces phrases-là sont des phrases un peu comme, vous savez, moi je suis un peu dans la transcendance. Et le fait de simplement d'ouvrir ce type de pensée, c'est une pensée qui est déjà pas un mur de défense. Ah, ils arriveront. Ils n'arriveront pas, parce que moi je me lève tous les matins en disant je vais faire tout pour enlever les masques, je vais faire tout pour que ces gens soient vaccinés, et je vais faire tout pour les passeports sanitaires. Et je vais dire pas, ah putain, ils vont le faire. Non, ils ne le feront pas. Parce que seulement ça, ils me donnent la force de me battre tous les jours pour vous. Parce que si j'avais un doute, ce que je fais, j'arrête tout de suite. Bravo! Avec les concours de l'Assemblée nationale, battez-vous, que chacun de nous soit une barrière, que chacun de nous soit le barrage, que chacun de nous soit un bastion de la liberté, que chacun de nous. Et si nous le sommes, il n'y a pas de demi-mesure. Ça sert à non au vaccin, ça sert non au masque, et c'est non effectivement au passeport sanitaire. C'est un très bon message. Bravo! Allez-y, madame. Je suis là. Maître, Je suis là. L'avion, je l'ai demain. je vais vous poser une question. Attendez, parce que... Ah, il y avait quelqu'un d'autre? Non, il faut lui donner la parole, il cogne. Je rigole. Je ne voudrais pas couper la parole à quelqu'un. Non, allez-y. Je vais vous poser une question, mais j'ai déjà la réponse. Est-ce que vous connaissez la différence entre la théorie du complot et la vérité? Oui, je le connais. C'est moi. Entre autres. Mais c'est entre 6 mois et 1 an. Merci. Allez-y. Allez-y, madame. C'est une question beaucoup plus pratique, c'est par rapport aux paroles que vous avez prononcées ce matin. Venez ici parce que c'est là. Ah, on t'entend pas, Odile. Voilà, moi c'est une question beaucoup plus pratique par rapport aux paroles que vous avez prononcées ce matin, par rapport à la lettre, le courrier recommandé, pour contester l'obligation du test sanitaire pour entrer en Corse. Donc après, je vous avais posé la question, il y aura peut-être une autre étape, parce que cette lettre recommandée peut être sans résultat. Et donc ça serait une plainte, et à partir du moment où il y aurait une plainte, est-ce que ça pourrait être, cette démarche, on pourrait y faire référence pour nous contester cette obligation, par exemple quand on veut revenir du continent, est-ce que ça serait une démarche qui pourrait être suffisante? J'ai compris votre question, je vous donne la réponse. On m'a dit pour quelle raison, Carlo, tu es venu ici en passant par un RT-PCR. En plus, en vrai, hein, je n'ai pas fait du faux parce que vous imaginez bien, il suffit que je fasse un faux pas pour qu'on puisse me massacrer. Donc, j'ai fait réellement un RT-PCR dans un labo, je suis arrivé, mais j'ai voulu faire cela parce que je voulais comprendre exactement le processus. Et le processus, c'est encore l'exagération de l'autoritarisme. Parce que démarrer à Paris pour un premier contrôle de mon RT-PCR, quand je dépose la valise, quand c'est la nana qui s'occupe du dépôt de valise a intérêt à connaître mon RT-PCR. Ensuite, vous vous faites contrôler quand vous accédez à l'avion. Alors là, c'est RT-PCR, attestation et passeport.
Et ensuite, quand vous arrivez dans l'avion, effectivement, non, là, on ne m'a pas demandé. L'arrivée à Ajaccio, par contre, c'est effectivement cordon de policiers avec un officier qui vous dispatche au pré. Et là, j'ai eu droit à RT-PCR et contrôle d'identité, parce qu'effectivement, la Corse n'est plus un pays, n'est plus la France, c'est pas le région de France, c'est maintenant un pays étranger. Effectivement, il n'a fallu que. Et encore un petit peu plus, j'ai eu peur quand ils m'ont demandé la carte de séjour, celle que c'est arrêtée en 2007. Je la garde toujours dans mon passeport, parce qu'on ne sait jamais que l'on m'expulse sur mon renvoi en Italie au plus vite, ce qui me dérangerait beaucoup. Donc, j'attends maintenant le retour pour compléter le processus. Et je vais exploiter une situation qui est celle que, effectivement, je suis invité pour le 19 en Corse, je ne pourrai pas venir, mais je vais dire que je vais venir en Corse et que je ne veux pas faire le TPCR et je demande de pouvoir utiliser effectivement. Donc je ferai sur ma propre pro ce que est la bataille pour que vous ne soyez plus emmerdés avec leur TPCR. Bravo, merci. Je vais commencer comme ça. Je vais répondre. À l'heure actuelle, cher ami, j'ai fait un raisonnement juridique qui est très fort. Pourquoi? Parce que je rappellerai à tous, et ici il y a des policiers, il y a des membres des renseignements généraux qui sont là, le 28 avril, le ministre de l'Intérieur, qui est effectivement le ministre de tutelle de la police nationale, a fait ce qu'on appelle une circulaire pour organiser les élections et les personnes qui doivent gérer les élections au sein des différentes mairies. C'est une circulaire qui a été adressée au préfet. Et dans cette circulaire, il est dit que les personnes, peut-être des personnes vaccinées, des personnes faisant partie des fonctionnaires communaux, territoriaux, vaccinés, soit des personnes qui ont fait un RT-PCR, soit des personnes qui ont fait un test antigénique sous forme de test. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, la circulaire réglementaire, parce qu'elle est réglementaire, elle n'est pas une circulaire, parce qu'elle contient des dispositions qui s'imposent au préfet et au maire, c'est pour moi une circulaire qui impose une règle d'égalité entre les différents mécanismes de protection contre la Covid. Donc c'est pour ça que je fais ça. Ma majeure est celle-là, et la conséquence veut dire comment voulez-vous me traiter d'intelligent ou de débile en m'imposant un RT-PCR 72 heures avant le départ, alors que je peux choper la Covid entre le moment de l'RT-PCR et l'arrivée de l'avion. Et vous me privez de ce qui est un mécanisme de protection personnelle que s'appelle l'autotest antigénique, qui est absolument une garantie. Pourquoi? Parce que sur toutes les boîtes, il y a écrit, toutes les boîtes, que lorsque le test est négatif, vous devez simplement respecter les gestes barrières. Ça veut dire que quand le test est négatif, et on vous dit cela, ça veut dire qu'il est sûr à 100%. C'est exactement ce que la pharmacienne et même le biologiste qui m'a testé, il m'a dit, vous savez, parce qu'il me dit, ah ben je vous suis à la télévision, je m'en pense, ah, très bien, alors déjà ne me mets pas la tête jusqu'à là, comme ça, soyons un peu stars pour une fois. Et après on a parlé 5 minutes parce qu'ils sont sous pression, ils doivent y aller parce que... Et je n'ai pas dit des tests antigéniques, bien sûr. Les tests antigéniques sont beaucoup plus sûrs que le RT-PCR, parce que vous savez, moi j'ai des pratiques, on a un RT-PCR faux et un RT-PCR juste. Donc, alors que les antigéniques, au moment où je vous parle, je n'ai jamais eu un problème de test antigénique. Donc c'est bien le signe que le test antigénique, que ce soit fait par le pharmacien, parce que qu'il soit fait par le pharmacien ou par vous, c'est le même test. C'est le même tampon que l'on met au niveau du nez. On le rentre pas beaucoup parce que c'est une petite. Moi je le fais à ma fille qui était cas contact, et ma fille a repris l'école sans avoir besoin de faire de TPCR. J'ai attesté, j'ai sous-signé, la même attestation que vous avez sur le site de Repson du Neuf, j'ai sous-signé, papa atteste que ma fille a fait un test antigénique à 8h20, que ce test est avéré négatif, donc elle peut reprendre l'école. Et il y a écrit, je sais que cette attestation peut être utilisée et que je risque une peine de prison si je fais une fausse déclaration. Qu'est-ce qu'on peut de plus? Voilà. J'ai une autre question à vous poser qui me... Attendez, faisons parler tout le monde, parce que pour la réponse. Madame. Par rapport au test PCR. S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît, parce que c'est pas évident, on n'a pas un grand micro et il y a des questions que sont posées par les gens sans micro. Soyons un peu respectueux, s'il vous plaît. Oui, donc par rapport au test PCR, au jour d'aujourd'hui, si on veut venir en Corse ou revenir en Corse, ils veulent un test PCR. Mais on peut faire un PCR salivaire et ça, les gens ne le savent pas. C'est une très bonne remarque. Le RT salivaire, l'état actuel des choses,
il existe et on peut effectivement le demander. La seule chose que je dis, et je suis absolument d'accord avec vous, c'est moins invasif que la tige. Le gros problème, c'est que ça implique d'aller toujours dans un labo pour le faire. Alors que moi, mon but, c'est de revenir à la responsabilité individuelle, à la souveraineté de l'individu pour que chacun se fasse son test, il la teste sous sa responsabilité. Oui, mais alors au jour d'aujourd'hui, j'ai ma fille, par exemple, qui a son père sur le continent. Si je veux que ma fille puisse revenir en Corse, il faut qu'elle montre un PCR, sinon elle reste sur le continent. Et c'est là que c'est bon à savoir pour les gens comme moi qui sont coincés. C'est bon, juste. Voilà. Madame, je rappelle qu'il existe le RT-PCR effectivement salivaire, qui, sur le plan de l'attestation, est exactement identique à l'autre. Mais il n'est pas invasible. Voilà, il ne peut pas le refuser, absolument. Par contre, parce que ça fait partie, parce que dans le texte du décret, il est écrit effectivement un test antigénique biologique. Voilà. Moi j'étais en pharmacie justement. S'il vous plaît. J'étais en pharmacie justement pour demander le test PCR salivaire. Non, c'est pas en pharmacie, c'est en laboratoire ou à bon. l'hôpital. Je le faisais, mais même en labo, Mais attends. ils n'ont pas le matériel, etc. Non, mais après ça, c'est le problème. Mais Il y a très peu d'endroits qui le font. Voilà. Il faut le trouver, il faut l'exiger, parce que pareil, ils vont vous dire, ah ben non, c'est seulement dans les cas blabla. Mais non, il faut le savoir. Par contre, il faut trouver les endroits, il y en a très peu. Mais, madame, je vais faire une note quand je rentre à Paris qui sera mise sur le site concernant le RT salivaire. Ne vous inquiétez pas. Si vous voyez, chaque fois, ce sont des choses que je mène et que je mets tout. Voilà ce que fait mon travail, c'est toujours de répondre à des exigences pratiques parce que c'est à nous de trouver les figures pour nous glisser à l'intérieur de ce brèche. Allez-y. S'il vous plaît, un peu de silence parce que les questions sont en plus très importantes et pertinentes. J'interviens dans un EHPAD. Moi, je me soigne avec la vitamine D, la vitamine C, le zinc. Et ils veulent qu'on fasse des tests PCR. Vous pouvez, sous le plan juridique, il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire qui vous impose un RT-PCR, donc ça c'est déjà illégal, et vous avez le droit d'utiliser effectivement l'autotest, parce que même le personnel soignant aujourd'hui à domicile et les aides à domicile ont le droit d'utiliser l'autotest. Il est même donné, et c'est le ministère de la Santé lui-même et de la Solidarité qui a fait une note à toutes les sociétés qui effectuent des activités de soins à domicile et d'aide à domicile dans lesquelles il n'y a pas d'obligation vaccinale et ils peuvent absolument utiliser l'autotest, 5 boîtes pour moi délivrées gratuitement. Donc vous vous imposez et vous utilisez l'attestation et que quand vous êtes confronté à quelqu'un qui vous dit quelque chose, dites-lui sur la base de quel texte légal ou réglementaire tu m'imposes cette règle. Et c'est là que vous le mettez dans la merde. D'autres questions? Allez-y. Alors, l'autotest, c'est le test salivaire. Le test salivaire, c'est un test qui permet de pouvoir contrôler la situation des gènes éventuels du virus au niveau de la salive. Le problème, c'est que le test salivaire, il est beaucoup moins performant que l'autotest. L'autotest se fait dans la mucosité nasale, où effectivement la captation des particules virales se fait à travers le système de protection du lait, alors que la salive, du fait de son acidité, diminue en plus parfois les gènes, parce que déjà la salive est un grand protecteur, c'est un grand médicament. Donc c'est pour cette raison qu'il faut un niveau de gènes très important dans la salive pour détecter la Covid, alors que ce soit avec la tige de RT-PCR ou la mucosité nasale telle que l'autotest le permet, on a un résultat qui est impeccable. Oui, mais Voilà. est-ce qu'on est sûr de détecter que le Covid? Pardon? Est-ce qu'on est sûr de détecter que le Covid? Vous me posez une question qui est relative. Non, je vais vous répondre, madame, sur ça. Je ne suis pas médecin, mais je peux vous répondre avec beaucoup de précision. Le RT-PCR travaille sur un mécanisme différent du test antigénique. Le RT-PCR travaille sur ce qu'on appelle le séquençage. Et le séquençage, c'est la recherche de résidus dans votre mucosité qui concerne la présence du virus. Et c'est pour ça qu'on a des incertitudes, parce qu'on peut avoir eu ou parfois eu un grippe et la confondre comme une situation de séquençage viral Covid. Alors que le test antigénique cible les gènes concernant le virus de la Covid. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de confusion, ils sont à 100% performants parce qu'ils étaient créés pour ce type de maladie et pas comme les RT-PCR qui ont été adaptés pour aller chercher la Covid-19. C'est pour ça que ce n'est pas le même mécanisme. Séquençage et recherche antigénique ne sont pas exactement les mêmes. Voilà.
Ça, ça n'a rien à voir. Le test avec le groupe de sang, c'est pour moi, c'est la présence d'anticorps. On ne détecte pas le virus dans le sang, on détecte la présence des anticorps. Donc, c'est pour ça que c'est le test sérologique qui est celui qui est discuté beaucoup, parce que, alors on dit, ah ben très bien, il y a des anticorps, mais est-ce que c'est suffisamment protecteur pour dire, donc c'est pour ça qu'il y a toute une discussion dans laquelle on ne veut pas les admettre, pour les incertitudes que certains veulent. Et parce qu'en réalité, vu le nombre de personnes qui ont le Covid, ce sont des personnes qui ont toute une présence d'anticorps. Ils n'ont pas besoin d'être vaccinés. Voilà. Et là, ils sont capables de tout. Et c'est pour ça que même sur le plan médicamenteux, c'est toujours compliqué. D'autres questions? Allez-y. Après, je vous donne la parole. S'il vous plaît, un peu de silence parce que c'est pas évident. Ça concerne le festival qui va y avoir cet été à Ajaccio, au Saint-Saul, en pleine ville. On a des billets depuis 2 ans qu'ils ne veulent pas rembourser et ils nous imposent un test RT-PCR 72 heures avant et un test antigénique le matin pour pouvoir y aller. Avec en plus l'interdiction de se lever du siège et l'obligation du port du masque. Eh ben tu y vas pas. Bon, moi j'essaie de revendre ma place. Je vais boycotter, je vais revendre ma place parce que je ne peux pas. Voilà. Mais je trouve sur quelle base légale ils ont le droit de nous imposer ça. Le non-remboursement de nos places, on ne peut pas assister au concert pour respecter ces mesures liberticides. Je ne vois pas grand-chose pour vous. Vous avez un fusil, vous coupez les cannes, vous allez leur tirer dessus parce que vraiment. Mais non, je veux dire, on est dans les absurdis, mais il suffit d'étudier juridiquement la situation. Moi, je ne suis pas chargé des choses dossiers, mais quand on examine les choses, vous dites, donnez-moi le texte légal ou réglementaire sur lequel vous fondez. Et si vous êtes plusieurs à ne pas les rembourser, vous faites une sorte de class action devant le tribunal judiciaire et vous serez remboursé. Je peux vous dire, mettez la demeure, à ce moment-là, vous direz, là, c'est le moment où on est quasiment dans une consultation juridique. Voilà. Mais il y a tout, hein, toutes les possibilités qui sont. Mais dans la vie, il faut un tout petit peu. Des fois, j'entends beaucoup de gens se plaindre, mais c'est un peu ceux qui font beaucoup de philosophie et pas d'action. À un moment donné, si vous plaignez, mettez-vous d'accord avec d'autres personnes et mettez en œuvre des actions. C'est ça le message que je vous donne. Parce que vous venez ici à exprimer votre doléance, mais moi, si j'étais avocat ici, je vous dirais, venez au cabinet lundi, je fais la mise en demeure pour que vous soyez remboursé. Est-ce que vous avez délivré par avocat une mise en demeure contre la société de vous rembourser le billet? Eh bien alors madame, si vous ne faites pas une mise en demeure, ça veut dire que personne ne demande à la société de rembourser. Alors vous voyez, il faut, là aussi, présenter bien les choses. Et à un moment donné, si vous êtes convaincu de truc, faites-le. Vous pouvez dire, maître, on n'a pas voulu me rembourser. Si vous avez mis en demeure et vous leur avez donné 8 jours pour vous rembourser. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez dire, ils ont refusé de me rembourser. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah oui madame, mais c'est pour ça que c'est des avocats, mais il y en a à Ajaccio, il y en a des bons. Hein. Même il y a des consultations gratuites. Je permettez-moi de vous dire, sur la question comme ça, même en consultation gratuite, vous trouverez un avocat qui pourra vous répondre convenablement. J'ai un avocat, vous inquiétez pas. Alors consultez-le. Allez-y, monsieur. Par rapport au 3 juillet, là, le procès. Vous allez quand même Je vais m'intéresser comme je m'intéresse toujours à tous ceux que les autres font. S'il y a des choses importantes pour notre lutte, je mettrai sur les réseaux, sur le site de Réaction du 9, mais surtout je veux comprendre, et j'attends encore une semaine, je vais contacter le ministre pour bien, et je vais m'intéresser par anticipation, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en train de boycotter le ministre, je suis en train de vous dire que ce n'est pas un procès au sens judiciaire du terme tel que nous le connaissons. Quand on saisit un tribunal, une cour pour demander quelque chose. C'est une création ex nihilo. Ok. D'autres questions? Je note. S'il vous plaît, un peu de silence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas intéressés, bon, moi je réponds à toutes les questions. Et je ne fais pas de bain de foule parce que j'aime répondre aux questions, parce que c'est à travers la réponse aux questions. Alors, je vous écoute. C'est une question par rapport au pass sanitaire. Parce qu'on voit les États-Unis qui ont annulé. On voit Israël, on voit l'Angleterre. Est-ce que le pass sanitaire en France, en Europe, va pouvoir avoir un avenir? Je peux vous dire que chaque fois que j'ai des news comme ça de ce niveau-là, je me réjouis. C'est très positif parce qu'effectivement,
Le problème, c'est que la gouvernance pensait pouvoir passer avec les vaccins d'une manière extraordinaire, comme il est à la poste. Ça n'a pas été le cas. Parce que même aujourd'hui, je vous rappellerai que quand BFM vend les 52% de Français vaccinés, c'est faux. 52% de personnes peut-être plus vaccinées, mais que nous sommes à 13 millions de personnes double vaccinées, sans compter les placebos. Parce que je rappellerai à tous que nous sommes dans un essai de phase 3, que quand vous allez vous faire vacciner, vous êtes des cobayes, que vous ne savez pas si on vous injecte du vrai vaccin ou du sérum physiologique. Parce qu'on est en phase d'essai randomisé réel. Un essai randomisé, ça veut dire quoi? C'est qu'on prend un nombre de personnes, quand on le fait d'une manière structurée et sérieuse, on en prend une moitié, on utilise un médicament, l'autre moitié, on utilise un placebo. Et c'est pour ça qu'on peut déterminer si ça fonctionne, parce qu'on voit l'effet placebo. Quand l'effet placebo, on dit parfois l'effet psychologique des soins. Et sur un vaccin, les essais randomisés ont été faits au Brésil. C'est pour ça que vous avez eu, comme par hasard, le variant brésilien. On a fait des essais en Afrique du Sud avec les Africains. On a eu, comme par hasard, le variant sud-africain. Et on a eu le variant anglais, parce qu'AstraZeneca a été utilisé fortement. Et comme par hasard, dans les pays où on a beaucoup vacciné, mais vous savez qu'en Israël, c'est 57% de personnes vaccinées. C'est pas vrai que c'est toute la population. Comme par hasard, on n'utilise plus le pass. En Angleterre, on commence à avoir des doutes aussi sur la protection. Donc, on n'a pas parlé, on enlève le pass parce qu'on a des doutes sur tout et sur rien. Donc, on est dans cet échange constant. Donc, pour le moment, le pass est utilisé comme un épouvantail. Alors, vaccinez-vous, parce qu'on va mettre en place le pass. Et vous verrez que ça fera un grand plouf. Parce qu'à partir du moment que vous avez 14 millions de personnes vaccinées, réellement vaccinées selon eux, parce que pour moi c'est de la connerie, mais bon, disons pour eux, c'est quoi? Aujourd'hui, la baisse de la viralité actuelle n'a rien à voir avec la vaccination. Parce que vous avez en plus des baisses du taux d'incidence dans des endroits où on a vacciné très très peu. Et dans les endroits où on a vacciné beaucoup, on a des taux d'incidence assez élevés. Donc c'est le cas, je vous rappellerai qu'il y a encore 40 personnes qui sont hospitalisées à l'IHU de Marseille, qui étaient des doubles vaccinés, qui ont chopé la Covid-19 en forme grave. Donc ce n'est pas du tout une immunité acquise. Allez-y, monsieur. J'ai répondu à votre question. Et on va prendre que ce que vous disiez là, je n'étais pas au courant qu'en fait que c'était des tests randomisés. Il y a des textes officiels qui le stipulent en fait. Alors, cher monsieur, tout ça c'est la grande magouille. Je vous rappellerai tout simplement qu'à Épernay, 325 doses du vaccin étaient stérilisées. Alors on a dit que c'est une infirmière conne, elle s'était trompée. Vous comprenez qu'en France, on a des infirmières connes qui font 325 doses tirées des flacons et c'est contre la raison du sérum physiologique. Alors, Madame Bonner, qui est aussi très bien informée parce qu'il s'agissait d'Épernay, effectivement confirmé que c'était la partie, une des villes qui était choisie dans le cadre de ce qu'on appelle les essais randomisés placebo. Voilà. Il y a beaucoup de preuves comme ça en fait qui apparaissent. Ah, mais ça fait partie du mécanisme de magouille dans lequel nous sommes. C'est comme les masques vous protègent du virus, c'est comme les vaccins vous protègent. On est dans quelque chose. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, je disais quelque chose de très simple. Quand vous avez des big pharma qui pèsent plus que l'industrie pétrolière. Quand vous pensez qu'à Bruxelles, aujourd'hui, vous avez plus de lobby pharmaceutique que de lobby pétrolière, parce que le lobby pétrolier, beaucoup ont fermé leur bureau. Par contre, vous avez autour du Parlement, vous avez les lobbies pharmaceutiques. Quand vous pensez que vous avez combien de pays de compte? Pays du compte du monde, il y en a combien? 100 pays. Qu'est-ce que c'est pour des big pharma verser 10 millions d'euros à chaque chef d'État? C'est de la rigolade, mon ami. C'est une petite opération à milliards. Quand vous avez versé 90 milliards, est-ce que c'est difficile de faire 10 millions d'euros sur le compte bancaire offshore d'un président de la République ou d'un chef du gouvernement? Alors, si on comprend ça, on comprend que tout est possible, parce que tout est possible. Du coup, pour compléter, qu'est-ce que vous attendez alors des actions judiciaires? Parce que si cette corruption, elle existe dans les différents corps, elle existe, enfin corruption ou conflit d'intérêts, je ne sais pas comment la nommer, elle existe aussi au sein de la justice. Alors je vais vous expliquer la stratégie. La stratégie est très simple. Quand tu as une déferlante fasciste, on l'a vécu en
France, même avec Vichy. On a eu des juges maqués, des policiers maqués, des gendarmes maqués, des préfets maqués. Et après, quand la résistance est arrivée, que, au fur et à mesure, le fascisme dégringolait, ils sont tous redevenus des patriotes. Actuellement, si je n'avais rien fait, nous n'aurions rien. Et le simple fait d'avoir déposé des plaintes, c'est un acte juridique, mais un acte politique qui nous a permis de mettre des bâtons dans les roues, qui nous a permis de mettre des grains de sable et de, entre guillemets, gagner du temps. Parce que quand j'entends le chef d'un EHPAD me dire « c'est à cause de vous qu'on ne vaccine pas, c'est à cause de vous », et c'est le plus gros compliment qu'on pouvait faire. Alors ce que je suis en train de vous dire, cher monsieur, qu'effectivement, quand le juge, qui était omnibulé par la pensée unique, que quand on allait plaider, il fallait que le masque, et encore là, parce que les juges, le masque est là. J'ai plaidé l'affaire des gens il y a 2 jours. Ma collaboratrice enceinte, la conseillère lui disait, tes masques, enceinte de 5 mois, je ne plaisante pas. Et quand vous avez des juges comme ça, vous voyez que vous allez plaider facilement le reprenez intégration d'un enfant parce qu'il ne porte pas le masque. Il vous regarde quasiment renimer. Et me plaider que l'enfant doit être scolarisé parce qu'il a un certificat médical. Et on en était là, chers amis. Il y a 9 mois, on a plaidé ça. On s'est fait éjecter comme des merdes. Là, les choses changent. Parce qu'effectivement, de plus en plus, tu as un tribunal allemand qui va dire que les masques sont inutiles, etc. Donc tu as aujourd'hui aussi des décisions qui apparaissent, qui apportent de l'eau moulin. Si tu n'as pas cela, tu ne peux pas le plaider. Alors que maintenant, dans la mise en demeure et dans la plainte, je mets le tribunal de Weimar en Allemagne qui a déclaré. Vous voyez, c'est ça le travail du juridique et d'utiliser ces actes-là comme des actes politiques. Vous rappelez ? Merci. S'il vous plaît, parce que madame n'a pas beaucoup de voix. Parlez avec le plexus, comme une chanteuse d'opéra. C'est une question qui concerne un ami qui travaille pour une boîte étrangère et qui est un peu tombé de se faire vacciner. Alors il aurait quel recours? Il n'y a pas de recours. Il peut le sommer à temps qu'il veut le sommer. La vaccination n'est pas obligatoire. Donc, il faudrait qu'il soit pris, enfermé et piqué contre son gré. La vaccination n'est pas obligatoire. Et il n'existe aucune injonction, ça s'appelle une extorsion de consentement, madame. Et c'est pour ça que je me trouve à devoir répondre tous les jours à des gens qui m'appellent comme ça. Ils me demandent de vacciner. Mais ne te vaccine pas. Et puis à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut de la vie. Voilà. C'est tout. C'est comme un père de famille qui dit, ah, mon enfant d'école anglaise, on me demande qu'il soit vacciné. Ah, j'ai dit, excusez-moi, vous ne le mettez pas dans une école anglaise qui veut qu'ils soient vaccinés. Ah, mais oui, mais c'est une école très importante. Avec ce que tu veux. Tu veux le beurre, l'argent du beurre. Tu changes d'école et tu le mets dans une autre école. Parce que moi, je peux faire que mon enfant soit scolarisé dans une école, peut-être pas au sommet, mais qu'il ne soit pas vacciné. Et c'est ça, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. À un moment donné, c'est chacun de nous doit agir un souverain. Chacun de nous doit suggérer un sujet. Quand on veut de la vie, on est conforme à ses idéaux et on le respecte. Bravo! Ouais! Je voudrais revenir sur le procès de juillet. Parlez un petit peu plus fort parce que... Je voudrais revenir sur le procès de juillet. Vous nous dites que ce n'est pas un procès, c'est plutôt une action. Mais alors quel est l'intérêt ou les conséquences pour... Il n'y aura juridiquement aucune conséquence. Ou c'est une tentative de pouvoir monter une sorte de dossier extrêmement public et fort qui attestera des responsabilités pour traduire ensuite dans une action judiciaire. Mais c'est pour ça que je n'ai pas encore bien compris, parce que même pour moi, les informations sont floues par rapport à ce que Flomich fait. Mais ça peut faire plouf alors. Ah, bah, ou flop. Ou flop. Flop, c'est plutôt le cacamou du préfet. On n'enregistrait pas ça. Hein. C'est trop tard. Allez-y. Est-ce qu'il est obligatoire de changer de travail tout ça ou est-ce qu'il y a un arrêt? Non, les règles concernant le port du masque pour les gens qui travaillent, sont des règles qui sont spécifiques concernant le travail. Mais il y a aujourd'hui, là aussi, il faut faire une distinction précise. Vous avez par exemple des règles concernant le monde de la restauration, elles sont précises. Par contre, dans le monde du travail, c'était le protocole.
C'était un protocole, ce n'était pas du tout le décret qui imposait, c'est le protocole du mois de septembre qui imposait, entre guillemets, le port du masque. Mais en réalité, ce protocole n'avait rien de juridique, parce que ce protocole n'est pas une source de loi. Ce protocole n'est pas une source de loi. On l'a appliqué parce que les chefs d'entreprise, bêtement, l'ont appliqué. Moi, dans mon cabinet, il n'y a jamais eu de masque porté par quiconque. Nous n'avons jamais eu un cas de Covid dans notre cabinet. Et nous sommes, en tant que cabinet, une quinzaine de personnes. Je ne vous parle pas de l'association, parce que si je vais imposer le masque à l'association, c'est comme si je me mets une balle dans la tête. C'est clair. Donc à l'association, personne. Mais je n'ai rien violé, parce que je n'avais pas d'obligation. Voilà. C'est tout. Après, les gens, quand ils viennent, s'ils viennent avec un masque, moi, et vous n'êtes pas obligé de le porter ici, et puis si quelqu'un veut le garder, il le garde. Je ne parle pas de salariés ou de collaborateurs. Ok? D'autres questions? Maître, allez-y. Qui vous aide? Qui vous soutient? Moi? Vous êtes seul? Oui. Je ne veux pas que vous soyez seul. Ben, moi, je suis seul, combien de seul que m'a accompagné. Alors, maintenant, monsieur, je ne suis pas seul. Je suis le président d'une association qui a 67 000 adhérents à ce jour. Nous avons des adhérents tous les jours. C'est ça. J'ai commencé tout seul, et je vous le jure, sur mes enfants. J'étais quasiment en culotte dans mon salon, on était confinés, et je commence à regarder ces textes après le discours. Je disais, mais c'est pas possible, putain, que je vis ça en France. Et c'était comme ça que les choses sonnaient. J'avais 140 000 sur Facebook. Et je n'avais pas, l'association, je l'ai créée, elle était officialisée le 28 avril. Ça, le temps de la créer, et je dis, bon, créer une association pour faire une sorte de club dans lequel on peut se réunir, parce que j'avais vu quand même qu'il y avait une défaillance, que rien n'était dit sur les associations. Alors j'ai dit, au moins avec les associations, on peut se réunir. Et au fur et à mesure, je commence des vidéos qui commencent à tourner, etc. Donc, moi je dis, je ne suis pas seul, parce qu'aujourd'hui, il y a 67 000 personnes qui ont été convaincues. Et je le disais tout à l'heure, quand l'État a les gens qui l'applaudissent, c'est parce qu'ils ont touché du pognon. Moi, je ne donne rien. Je donne ma vie, ma santé, mon intelligence, ma petite culture, mon travail, mon énergie, ma passion. Je ne demande rien à personne et je ne donne que ça aux gens qui veulent bien l'avoir. Et après, il y a des gens. Et je vais vous dire une chose. J'ai fait faire une attestation par l'expert comptable que je ne touche aucune rémunération. Et parce que je ne touche pas, mais je le ferai faire pour une question de transparence, je me fais rembourser simplement les frais quand je me déplace, parce que ça c'est le minimum syndical, mais sinon je ne touche pas de rémunération. Ricardo non plus, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui dans quelque chose qui n'a rien à voir avec, je le répète encore, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je ne l'ai pas marqué avec un parti politique. Ceux qui m'ont imputé, oui, les francs-maçons, je ne suis pas franc-maçon, parce qu'il y avait quelques loges maçonniques, donc j'étais parti, ils auraient dit pour ça, c'est parti d'une loge, alors que je ne suis pas. Cette bague-là, c'est pas maçonnique, c'est un cadeau de Noël de ma femme, et je m'en réjouis, et ça aussi. Et j'adore porter des bagues, les bracelets, ça fait un peu pédé, mais bon, on n'est jamais assez pédé dans la vie. Et pour revenir au dernier point, je ne peux pas être politiquement en face de quoi que ce soit, parce que je suis italien. Je ne peux pas être député, je ne peux pas être sénateur, je ne peux pas être président. Donc, si je fais cela, et je vous le jure, si on retrouve la liberté, je rends la clé. Réaction du Neuf continuera en tant qu'assos avec d'autres personnes. Et moi, j'aurais accompli ma mission. Je ne demande pas plus. Je ne suis pas là pour faire comme Valérie Bigot, de changer. Et j'apprécie. Je ne suis pas là pour reconstruire France. Moi, je suis là parce que je suis venu de ce pays que j'aime, que j'ai quitté. J'ai quitté l'Italie catholique avec le Vatican qui m'a emmerdé. Je suis arrivé dans un pays dans lequel je sortais la nuit. J'étais serveur, j'allais dans les boîtes, je prenais mon petit déjeuner au flore, même si j'étais pauvre parce que ça me faisait être riche, d'être au flore à 5 h du matin, à boire mon cappuccino. Mais c'est ça la France que j'ai vécue. Et maintenant, je suis dans une France terrorisée, dans une France policière, dans une France dans laquelle on met des amendes de 135 € parce que tu as oublié de faire ton attestation. Et c'est ça que je trouve que c'est une France que je ne peux plus comprendre. Et ça me fait mal au cœur. Je peux me dire, j'ai mal à ma France parce que la France n'est pas à moi. Moi, je suis rien. Je suis quelqu'un ici et je suis même expulsable parce que juridiquement parlant, je ne suis qu'un étranger sur la terre de France. Parce que même si on n'a plus besoin d'une carte de séjour, on reste quand même secondaire. Donc le message est très simple. Vraiment, il y a des fois dans la vie où on se lève et on se dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai une mission. Et cette mission, je l'assume. Et je vais l'assumer parce que je me suis engagé. Vous savez, au moment où je suis fatigué, hein, parce qu'on prend plein la gueule, recevoir des menaces, se faire chier, se faire traiter d'escrocs, se faire traiter d'ordures, de complotistes, et tous les jours. Je peux vous dire que c'est pas tennis. Mais bon, après, je ne vais pas au tennis avec des connards, donc moi je me pose ma raquette et je vais chercher les autres.
Bravo! Monsieur, encore d'abord, monsieur, vous revenez. Je fais comme les hommes politiques, c'est une très bonne question. Non, mais c'est bien sûr que c'est une bonne question. Et cette question-là, elle a été déjà posée et je vais répondre avec un immense plaisir. Non, mais pas nécessairement. Si, aujourd'hui, nous avons des sensibilités différentes. Car le Voisin n'est pas Louis Fouché, les Niagré n'est pas Louis Fouché, Baudry, Richard. Chacun de nous a bon sens. C'est bien d'avoir des sensibilités différentes. Parce que pour le moment, il faut encore que les sensibilités différentes puissent récupérer, parce qu'il y a des gens auxquels disent bon ça, il n'est pas sympathique, par contre il Fouché, je l'adore, ou bon sens, pour moi elle est géniale, alors que c'est très bien, parce que ça veut dire de toute façon que ces associations-là, ces structures dont le dénominateur commun est la lutte à la dictature sanitaire, vont récolter un grand nombre de personnes. Si aujourd'hui nous étions un seul et unique mouvement, ce mouvement pourrait être phagocyté très facilement. Alors que quand vous avez différents comportements, vous pouvez contrôler un, mais vous ne contrôlez pas l'autre. Donc ça veut dire que vous évitez de vous faire percer, vous évitez de vous faire phagocyter, et vous évitez aussi de faire les gens. Pour le moment, nous sommes en contact, ne vous inquiétez pas. Mais nous avançons comme si un c'est la Panzerdivision, l'autre c'est la cavalerie, l'autre c'est l'artillerie, et comme ça, l'ennemi ne sait pas exactement où l'avancée se fait. Voilà la réponse. Bravo! Si j'étais pessimiste, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est pas une réponse facile, mais c'est une vraie réponse. Être là, comme être à Nantes, comme être à Cibourg-de-Plage, à Metz, à Reims, c'est avoir confiance, et c'est avoir confiance dans l'avenir. C'est avoir confiance qu'ici, peut-être, il y a 6 mois, peut-être il y a une personne. Alors qu'aujourd'hui, avec le travail fantastique de gens de Réaction du Neuf, d'autres collectifs, de tous celles et ceux qui se sont mis, et Dieu sait qu'il y a eu du travail, eh bien, aujourd'hui, nous sommes là. Il y a eu des personnes, il y a des gens qui sont passés, des gens qui sont rentrés chez eux, donc peu importe qu'il n'y ait pas l'esplanade remplie de monde à attendre le grand comice. Ce qui compte, c'est que si aujourd'hui je puis vous convaincre, si aujourd'hui tu avais un doute, je te l'ai enlevé, si aujourd'hui madame, elle est venue ici en disant peut-être c'est pas, mais non, eh bien j'aurais gagné. Parce qu'on gagne dans cette capillarité. La capillarité, c'est aller dans un café, entendre quelque chose de discordant et lui dire mais non monsieur, non madame, vous dites quelque chose qui n'est pas bien, qui ne correspond pas. Et tu dis ah, on était hier chercher des pizzas pour manger et il y avait un médecin qui s'est fait vacciner, qui lui a dit moi mes enfants je n'ai pas vacciné, et on a discuté et on aurait dit qu'elle avait commencé contre nous pour achever la discussion en disant non, vous avez raison, on est des pions entre les mains du gouvernement. Moi-même, je ne me suis pas... Voilà, c'est cette capillarité. Et si chacun de nous s'ouvre aux autres, parce qu'aujourd'hui, la Covid a réveillé des choses qui étaient éteintes. Aujourd'hui, on se retrouve ici parce que la Covid, sans la Covid, nous serions en nos vacations, à la mer, à la plage, en bateau, convaincus de vivre une liberté exceptionnelle, alors qu'au fond, on était déjà des pions. Alors que là, on a retrouvé le sens, on a retrouvé des vrais amis, on a trouvé des amis que nous ne connaissions pas. Nous avons rencontré des gens que nous n'aurions jamais connus avant. Et c'est ça qui est la positivité. La positivité, c'est quoi qu'il en soit, de dire merde, je suis venu en Corse, je suis venu à Ajaccio, j'étais là, j'ai rencontré des femmes et des hommes magnifiques qui ont envie de se battre, qui croient à la vie, qui croient à l'humanité, qui croient à l'amour, qui à la liberté. Et bien c'est magnifique. Alors que si j'étais là tout seul, sans personne, là j'aurais été pessimiste. Oh putain. D'autres questions? Ah, peut-être arrêter. Ah, madame. Justement, j'ai l'impression que ces médecins, les 3 quarts qui nous vaccinent,
n'ont eu aucune étude sur les vaccins. Ah, voilà. Que toute chose évidente vous ceci, disait Brecht, vous venez de toucher l'évidence. Mais, chère madame, vous demandez à un médecin, je vous mets au défi, donnez-moi la description, contenu du médicament que vous voulez m'injecter. Il ne le sait pas. Parce qu'au moment où nous parlons, personne ne le sait. Non, mais ça, non, mais madame, elle était plutôt dans la technicité de la fonction médicale. Mais normalement, quand quelqu'un te conseille un médicament, il doit connaître le contenu, te donner l'explication pour que l'application des articles 1101 et suivants du Code de la santé publique, que tu sois, ton consentement soit éclairé, avec le premier des préceptes, primo non nocere, avant tout, tu ne dois pas nuire, et tu donnais des conseils sur les données acquises de la science. Tout ceci n'est pas respecté. Et comment voulez-vous croire à des gens qui violent toutes les règles qui régissent le rapport patient-médecin? Et c'est là qui est ahurissant, pour dire qu'on est vraiment dans des apprentis sorciers et que les gens, on peut leur vendre tout. C'est pour ça que l'escroquerie, c'est une des plus grandes infractions en France et en Europe et dans le monde, parce que l'escroquerie, c'est effectivement exploiter la faiblesse d'autrui. Et là, c'est une escroquerie médicale. Voilà. Je voudrais remercier Mélanie. Elle est derrière, elle est dans le. Je ne sais pas où elle est, Mélanie. Je voudrais vraiment la remercier. Et parce que. Viens ici. Oui, Allez, Mel. Sur l'estrade. Et je voudrais qu'on applaudisse, vraiment. Bravo. Et pour une chose, ce n'est pas facile. Et vous connaissez sa fonction, son activité. Et je peux vous dire une chose, que faire ce qu'elle fait avec autant de dignité, autant d'honneur, c'est pour moi, vous savez, moi je n'ai jamais dénigré la profession du policier. J'ai connu beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes. Et ce sont des pères de famille, des mères de famille, parce que vous la voyez là, elle est policière, c'est un gardien de la paix. Et moi je pense que c'est une femme et c'est une aussi policière de grande dignité qui a fait quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est le plus beau message que l'on puisse donner à vous tous ici à Ajaccio. Une femme qui est là pour réprimer le cas échéant, pour appliquer les lois de la République, et celle aussi que nous nous battons. Elle arrive à sauvegarder cette dignité au milieu de luttes qui sont parfois extrêmement antagonistes, mais elle arrive à les construire. Et après, elle a réussi à monter ce qu'elle a fait aujourd'hui, parce qu'être là, c'est grâce à elle, et grâce aussi aux autres, mais surtout grâce à elle. Gardienne de la paix, l'humanité. Si vous avez encore des questions, là il est 16h15, donc c'est très bien, on est resté ici que 2 heures. Elle est derrière, il y a marqué ton nom dessus. Et vous savez, regarde derrière, là, ouais. je vous fais l'exemple de ce qui est le raisonnement juridique. Bravo, ma petite Mel. La demande pour bénéficier est de 11h jusqu'à 19h. Et lorsque pas seulement plusieurs personnes ont reçu la réponse, un courrier, un mail, il est écrit je vous demande de réduire à 2 heures, il était présent, je vous demande de réduire à 2 heures. Alors la réaction peut me dire ah, les salauds, il dit de faire que 2 heures, comment on va faire, etc. C'est très bien. Et là, en toute humilité, je suis intervenu en tant que juriste et j'ai dit c'est très simple. S'il y avait écrit je vous ordonne de réduire à 2 heures, c'est un ordre. Mais je vous demande, c'est une question. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est nous qui sommes dans la position de devoir répondre. Alors, j'ai dit tout simplement, vous dites, monsieur le préfet, vous nous avez adressé une demande par laquelle vous nous demandez de réduire à 2 heures. Nous vous répondons que votre demande ne peut pas être prise.
implicitement, mais nécessairement considéré que ce courrier contenait un règlement, c'est-à-dire une règle, que c'était de compétence du tribunal administratif. Et là, aujourd'hui, on serait peut-être même pas là. Donc tout simplement, il faut Souverain et responsable. jouer un peu comme la souris et le pêcheur, la souris et l'éléphant. Un éléphant arrive à tuer un lion, un éléphant arrive à tuer un rhinocéros, mais un éléphant n'arrive pas à tuer la souris. Exactement. Et donc, c'est à nous d'être des petites souris. C'est à nous d'exploiter les défaillances, parce que ce courrier-là, c'est un courrier d'arrogance. Ils ont su que je venais, on va emmerder Bouza et Rex 119, parce que c'était ça le message, que ce n'est pas. Donc voilà. Donc on est là, et on a réussi, et on continue. Des questions encore. Merci. Bravo, merci. Encore des questions? J'ai répondu à tout. Ah, monsieur. Tous ces gens qu'on entend les médias ils sont en train de dire que le vaccin doit être obligatoire pour pouvoir continuer à vivre comme on vivait avant, c'est-à-dire aller dans des restaurants, aller dans des stades. Tous ces gens-là, un jour, seront vite condamnés. La condamnation d'une responsabilité pénale à ce niveau-là, elle n'est pas possible en l'état actuel du droit. Sauf quand on considère qu'ils effectuent la promotion du vaccin. Parce que, par exemple, j'ai raconté tout à l'heure à Creil, pour celles et ceux qui ont suivi, ils avaient proposé, c'était le samedi et le dimanche toute la matinée, faites vacciner votre maman, faites-lui le cadeau d'un vaccin. Honteux. C'était horrible, ça m'a été envoyé le 25 vers 14h. Je faisais partir le lendemain, c'était le jeudi, le vendredi je faisais partir de mise en demeure en rappelant les conséquences aussi pénales de la promotion du vaccin et en soutenant aussi que c'était indigne de proposer un médicament comme un cadeau pour la fête de mère. Je me suis rendu le dimanche matin à Creil et je suis allé constater que les affiches avaient été retirées et qu'il y avait seulement l'affiche de l'horaire d'ouverture du vaccinement où il n'y avait quasiment personne. Merci. Attendez, ça, maintenant, on peut rentrer. Moi, aujourd'hui, je vous explique une chose. Ce que vous dites est même, on peut, aujourd'hui, à chaque coin et recoin légal de ce que nous vivons, on pourrait mettre en œuvre des actions. La première règle de quelqu'un qui veut amener une lutte, c'est d'être efficace. Être efficace, pourquoi je n'ai pas fait? Moi, je ne suis pas affilié d'Avocavis. Avec 119 est une association. Combien de fois j'aurais pu mettre en œuvre des recours devant le Conseil d'État? Combien de fois j'aurais pu saisir les tribunaux pour ensuite perdre et dire Réaction 19 a perdu? J'étais beaucoup plus dangereux en faisant des consultations juridiques sur l'illégalité des PV qui est encore utilisé aujourd'hui, parce que je vous rappelle que des centaines de PV ont été annulés, c'est-à-dire que n'ont pas été suivis d'effet, en utilisant le formulaire que les télévisions disaient que c'était des fake news. Parce que le formulaire de cotisation du PV est toujours utilisé, et le syllogisme toujours utilisé. Donc ce que je veux vous dire, que c'est ce type de droit-là, l'efficacité. Les journalistes, c'est plutôt politique que juridique, parce qu'on peut leur écrire autant qu'on veut, ils sont tellement puissants. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de leur offrir le talon d'Achille, parce que s'ils veulent se mettre ensemble pour me massacrer, ils pourront le faire. Alors que quand le Figaro m'appelle, je tente de faire de la pédagogie, je tente de leur répondre. Parce que si je me mets contre tout le monde, j'aurais brisé et privé même les quelques petits droits. Parce qu'aujourd'hui, que l'on puisse parler de Rex 119, de Maître Bouza, avocat de Madame Bonner, qui défend Madame Bonner. Parce que je vais vous dire seulement une chose. Madame Bonner a subi, par exemple, un massacre médiatique il y a 2 jours. Nous avons fait le communiqué de presse dans lequel j'ai dit que je vais attaquer, et il y a eu des articles. Je vous assure qu'aujourd'hui, il n'y a plus les mêmes rengaines sur les réseaux. Ça veut dire tout simplement que même en communiqué de presse, parce que nous sommes intervenus avec le film, pour le film Hold Up. Je vous rappelle que nous sommes intervenus, au moment où nous sommes intervenus, je ne dis pas que je suis Dieu, mais les choses se sont estompées. Parce qu'on a délivré 17 mises en demeure, une plainte contre le docteur Marty, qui va subir une plainte aussi dans l'affaire, parce que Mme Bonner n'a jamais dit que le personnel sanitaire avait commis des assassinats. Il n'en a jamais dit. Alors ils ont dit que Mme Bonner aurait dit ça, donc déjà ça s'appelle une diffamation. La diffamation, c'est quand tu imputes un fait de nature pénale à quelqu'un qui ne l'a pas commis. Voilà.
enfants, ils sont plus forts en marketing qu'en politique. Ils sont plus forts en marketing qu'en politique. La preuve, tout le monde va se faire vacciner. Écoutez, je ne sais pas, aujourd'hui, il est clair que quand on voit qu'on prend le cabinet McKinsey, qui est déjà condamné, qui fait partie quand même du rouage assez important de tous les big pharma, parce que même McKinsey est déjà intervenu même pour les labos, c'est quand même un beau message que Macron va vous délivrer quand même. J'utilise McKinsey, spécialiste dans ce qu'on appelle la publicité pour les médicaments. Et je le mets comme expert en communication pour vendre le vaccin. Voilà. D'autres questions? Ben merci. Merci beaucoup. Merci pour être là. Merci à cette section magnifique. Voilà. Merci encore. Et j'espère vraiment que nous puissions continuer ensemble encore un long chemin et que ce chemin-là nous amènera vers une France qui est belle. Et quand même, il y a une des régions, peut-être la plus belle de France, elle est ici. C'est la vôtre. Avec Ajaccio, qui est une ville magnifique, avec des gens comme vous. Merci beaucoup. On peut applaudir également tous les bénévoles qui ont participé à organiser cette journée. On ne va pas dire tous les noms effectivement, mais ils sont nombreux. On remercie tous. On remercie vous tous d'être venus. Je vous propose d'aller, si ce n'est pas déjà fait, d'aller sur les différents groupes Facebook, Réaction 19 Corse, Réinfo Covid Corse. Vous avez également une adresse mail à laquelle vous pouvez vous faire connaître si vous souhaitez être informé. Et vous pouvez aussi aller voir Mélanie et lui donner vos coordonnées pour qu'elle vous contacte directement et qu'elle vous tienne au courant de tous les événements, de toutes les avancées qu'il peut y avoir par la suite. Bravo et merci. Et adhérer à Réaction 19 quand même, hein, parce que c'est pas fini la guerre. Hein. Attention, on sait pas. Et c'est pas du pognon qui est pour nos poches, c'est pour financer toute l'activité qui est faite avec tout le monde. Donc c'est important. C'est que 10 €, hein. C'est pas une question. Alors, on va parler de ça. Vous pouvez donc aller voir Mélanie, elle va noter vos coordonnées parce que les groupes Facebook sont censurés, on va dire. Et on les trouve de plus en plus difficilement. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, être contacté directement. Donc n'hésitez pas à aller voir Mélanie, lui donner votre contact pour qu'elle vous tienne informé. Vous êtes très nombreux là, il y a plein de personnes qu'on ne connaissait pas. Donc il va falloir qu'on se fédère dans le groupe qu'on a constitué. Donc, si vous voulez bien nous laisser, on va partir tout de suite et nous laisser vos coordonnées. Une bonne adhérence. Et tu dis qu'il y a des réactions Covid ou pas? Le stand de Réinfo Covid qui est très important. Réaction, oui. D'accord. Elle parlait de Réinfo Covid Corse. En sachant que un autre événement similaire à Paris, celui-ci va se passer le 19 à Bastia. On regardera après. Donc on engage les gens à se déplacer, il faut être mobile. Le 19 à Bastia. La même chose. Oui, avec d'autres intervenants. Avec d'autres intervenants. Il y a... comment elle... Ah, elle est où, Anita? Anita! 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 Donc, elle est où? Oui, du coup, le 19, nous avons fait la même chose. Nous allons faire la même chose sur Bastia avec d'autres personnes. Car Maître Carlo Bruz ne pourra pas assister à cette conférence. Donc, nous sommes en pourparlers avec Richard Boutry, qui est prévu. Avec Bernard Mias aussi, qui sera présent. Voilà. Donc, on va essayer de faire animer avec d'autres personnes également aussi. Donc vous êtes tous bien sûr les bienvenus, car plus nous serons nombreux et en masse, et plus nous serons crédibles, et plus nous pourrons agir en conséquence. Et ce serait où à Bastia? Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, certainement. Non, sûrement Saint-Nicolas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à quelque chose de particulier? Merci. Merci à vous en tout cas. Merci. Ouais, merci. D'être venus. C'est super. C'est tous ensemble de cette manière qu'on va réussir à faire notre combat. Voilà. Et notre combat, c'est nous tous ensemble. L'unité. Merci.
Rendez-vous à Bastia, donc le 19, hein, c'est bien ça. C'est très important qu'on renvoie la balle pour tous ceux qui sont venus de Bastia aussi, et de Porto Vecchio et d'ailleurs. Voilà. Et donc on continue ce combat, vraiment il ne faut pas s'arrêter, c'est le combat de la vie, parce que la liberté c'est la vie. Merci. On peut remercier et applaudir Patrick. On peut applaudir Emilia, qui est un peu notre porte-parole. On peut remercier Geneviève pour le live de tout à l'heure. On peut l'applaudir bien fort, on peut remercier Pif, on peut remercier Fan, on peut remercier des tas de choses, je les ai tous en tête, on est trop nombreux, mais bravo à tous. Carole.